Pierre Réov, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Avec plaisir. Vous êtes réalisateur et écrivain et vous avez sorti pour l'anniversaire du 7 octobre un documentaire qui s'appelle Pogrom et qu'on peut voir aujourd'hui sur certains réseaux. Un documentaire dont, si j'ai bien compris, le but était de montrer que l'antisémitisme qui a été à l'origine du 7 octobre est finalement le même que celui dont le peuple juif est victime depuis énormément d'années historiquement. Oui, alors, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé le film Pogrom avec un S entre parenthèses à la fin du titre, parce que le 7 octobre, il y a eu un pogrom que l'on explore d'ailleurs dans le film d'une manière un peu différente de ce que les autres documentaires on peut faire, parce que j'ai tenu à laisser les victimes tranquilles. J'ai tenu à respecter leur douleur et à ne pas aller chercher les victimes pour qu'elles me racontent leur histoire. J'ai préféré raconter l'histoire à travers des analystes et surtout les premières personnes de l'armée ou de Zaka qui se sont rendus sur place dans les kibboutz, au Festival Nova et qui ont découvert l'horreur. Et c'est à travers ces yeux, leurs yeux, plus des images j'ai obtenu pratiquement toutes les images du massacre et je peux vous dire que je n'ai même pas mis dans le film 0,001% des abominations que j'ai pu voir. Bon, j'ai un peu illustré tout de même, mais surtout en ayant ce recul par rapport à un événement aussi tragique, j'ai pu sortir de l'émotionnel pur pour avoir un mécanisme de réflexion. Et tout en couvrant l'événement lui-même d'une manière qui a d'ailleurs choqué beaucoup de monde, parce que le fait de le voir par les yeux de ceux qui l'ont découvert apporte une perspective un peu différente de la simple, enfin pardon, c'est pas simple, mais comment dire, de faire intervenir les gens qui y ont survécu et qui ont un point de vue différent. Là, on est dans le constat absolu, terrible de ce qui s'est passé sans langue de bois. C'était horrible, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce que le monde ne veut pas savoir, voilà ce que le monde ne peut pas comprendre. Et à partir de là, j'ai tenté d'explorer à la fois ce qui a conduit au 7 octobre, et évidemment en dehors du fameux contexte tel que décrit par Guterres, hélas, secrétaire général des Nations Unies, qui vaut pas tellement mieux que Kurt Waldheim, qui était un ancien nazi, qui a été aussi dans les années 70 un secrétaire général des Nations Unies. Et c'est là que l'on découvre, autour du 7 octobre et de ce qui s'est passé depuis, que les Nations Unies sont une organisation quasiment terroriste, au soutien du terrorisme, du fait de la majorité arabe automatique qui la domine, du fait de la majorité des dictateurs qui la dominent, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran. Donc cet axe du mal qui aujourd'hui tient les Nations Unies à bout de bras et est capable de leur faire faire à peu près n'importe quoi, on l'a vu. On est en train de le voir aussi avec les attaques de l'Afrique du Sud au tribunal international. Quand on sait qu'en fait, et ça vient d'être découvert, que l'ANC, donc le parti politique dominant qui dirige l'Afrique du Sud, a reçu des millions de l'Iran et du Qatar juste avant et juste après avoir attaqué Israël en justice pour crime de génocide. Vous vous rendez compte, de génocide, pas n'importe quoi. Tout simplement parce qu'Israël a le culot de se défendre et de refuser qu'on extermine les Juifs. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est terriblement offensif et terriblement mal accepté par la communauté internationale. Comme je le dis assez souvent, les Juifs en pyjama rayé, on a de la peine et on les aime. Les Juifs en uniforme qui se défendent, on les aime beaucoup moins et on préférerait qu'ils remettent leur pyjama rayé. Donc mon film est là pour décrire justement ce phénomène de l'uniforme, non, le pyjama rayé, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Pourquoi on est arrivé là? Comment a été créé le soi-disant peuple palestinien, qui a été inventé, comme les historiens le savent, en 1964 par Nasser, le KGB et Yasser Arafat. Mais c'est une autre histoire que j'aborde un tout petit peu dans le film. Mais pour expliquer que la cause palestinienne est le résultat de deux courants majeurs.
Le premier courant, c'est le courant nazi. Dans les années 20-30, le leader des Arabes de Palestine, à l'époque, il ne s'appelait pas palestinien, parce qu'il n'existait pas en tant que peuple, les Arabes donc de Palestine, leur leader s'appelait Hajj Amin al-Husseini. C'était une abomination faite homme, un ami de Himmler qui a rencontré Hitler, qui a incité tout le monde arabo-musulman à lutter contre les Anglais et qui avait comme projet avec Hitler de construire des camps de concentration à côté de Haïfa, des camps de concentration sur le modèle d'Auschwitz pour tuer, exterminer tous les juifs du Moyen-Orient. D'accord? Donc ça, c'était Amin al-Husseini, premier leader de la Palestine. La guerre, vous connaissez toute l'histoire, et puis ensuite, les années 45, 48, etc., la naissance d'Israël. Israël, reconnu en tant que pays par l'Union soviétique de Staline, mais malheureusement pour les soviets, Israël n'a pas accepté de tomber dans le giron de l'Union soviétique et d'appartenir au grand empire soviétique communiste, a préféré rejoindre le monde occidental, ce qui a rendu et Staline et ensuite Khrouchtchev fous furieux, ce qui fait que Nasser, de son côté, qui avait raté la mise en place du panarabisme et de prendre la direction en tant que grand patron de Raïs, le grand Raïs de tout le monde arabo-musulman, dans les années 60, se dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Personne ne s'associe à ma cause. Donc, il est allé voir un petit gangster local, chef de rébellion parmi les étudiants, etc., qui était né au Caire, qui s'appelle Yasser Arafat, qui n'a jamais été palestinien. Et ensemble, ils ont eu l'idée, et si on s'attaquait maintenant à quelque chose qui va pouvoir assurer la cohésion du monde arabe? Parce que par l'amour, c'est difficile d'associer les gens, mais par la haine, on y arrive facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se sont rendus compte que toutes les gauches, toutes les partis de gauche du monde entier, tous les humanistes étaient pour Israël. Il y avait eu la Shoah, le Holocauste. On ne pouvait pas décemment, dans les années 40, être s'avouer antisémite, parce que, et surtout à gauche. Parce que, bon, après ce qui venait de se passer, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient allés un peu trop loin quand même. En tuer 6 millions d'un coup, c'est pas raisonnable. Donc, par centaines de milliers, ça passe. Ou même quand on a seulement 1200 autour de Gaza, ça passe aussi. Mais par millions, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que Yasser Arafat et le KGB ont fait? D'abord, ils ont transformé Arafat en palestinien, alors qu'il était né au Caire. Ils lui ont fait un faux certificat de naissance de Jérusalem, alors qu'il n'est jamais né là-bas. Et ensemble, un jour, Yasser Arafat a pris le drapeau jordanien, il a enlevé une étoile, c'est devenu le drapeau palestinien. Et il a dit, voilà, j'ai créé un peuple, le peuple palestinien. Et l'idée, c'était quoi? C'était de faire d'Israël le pays tortionnaire, de, de Justement, changer. vous parlez de tout ce narratif et ça fait longtemps que vous parlez de la propagande palestinienne et de la façon dont finalement elle a réussi Ah jusqu'au bah, 7 totalement. octobre et même après largement à intégrer les mentalités du monde occidental. Alors, il y a plusieurs courants. D'abord, je connais bien le problème, je le connaissais avant que le Qatar ne soit impliqué et n'inonde la planète tout entière avec des milliards de dollars pour pouvoir corrompre absolument tout le monde. La France étant l'un des pays les plus corrompus aujourd'hui de la planète avec l'argent du Qatar. Que ce soit dans les poches directement de vos dirigeants, des dirigeants français, ou que ce soit à différents niveaux de la société. On ne va pas citer des noms comme De Villepin ou comme Macron, on ne va surtout pas les citer, mais il y a de la corruption partout. Bon, sinon, ils ne seraient pas tellement amoureux des Palestiniens et des Arabes en général. Même s'il y a la politique arabe de la France qui a été décrétée par De Gaulle en 1967, et un peu avant d'ailleurs. Donc oui, ce qui se passe, c'est que la cause palestinienne, ou en tout cas les territoires palestiniens, et là on va sortir du contexte du Qatar, etc., fonctionne un peu comme la Corée du Nord ou comme l'URSS ou comme la Chine communiste avant qu'il y ait un peu d'ouverture vers le monde extérieur. C'est-à-dire que si vous voulez travailler dans les territoires palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Judée-Samarie, il faut obéir aux règles locales. Or, il n'y a pas de liberté de la presse. Donc, si vous êtes un journaliste appartenant à CNN
et au monde, tout en étant journaliste de bonne foi, ce qui n'est pas le cas quand vous travaillez à CNN ni au Monde. Mais enfin bon, en supposant qu'un parmi mille de ces journalistes soit de bonne foi et ne soit pas antisémite à la base, eh ben, il ne peut pas faire son travail s'il a envie de dire du bien d'Israël, parce qu'il ne pourra pas retourner dans les territoires. Donc toutes les informations qui viennent, que ce soit de Gaza ou de Judée-Samarie, sont faussées à la base parce que les gens, les journalistes, ceux qui rapportent, n'ont pas le droit de parler. Donc, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils voient. Et s'ils disent ce qu'ils voient, ils sont embêtés. Combien de journalistes ont été obligés de se sauver, d'être récupérés par l'armée israélienne pour se réfugier après avoir produit un reportage qui allait à l'encontre de la narration palestinienne. Donc, on a ce phénomène-là. Maintenant, il est évident que les musulmans, dans leur ensemble, qu'ils soient modérés ou qu'ils ne soient pas modérés, aujourd'hui on estime qu'il y a environ 15% de la population mondiale musulmane qui n'est pas modérée, qui est loin d'être modérée. 15% sur 1,8 milliard, ça fait du monde, hein, on se retrouve dans les proportions de la population américaine quasiment. Donc c'est beaucoup de monde. Et il y a une chose qui est fondamentale dans l'islam, c'est que tout pays, toute parcelle de terre qui a été conquise par l'islam doit rester musulmane jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de recul. Donc, que le peuple juif ait repris sa terre, de la même manière que les Espagnols ont repris l'Andalousie, de la même manière que la Sicile s'est débarrassée de ses envahisseurs musulmans. Pour eux, c'est intolérable. Donc, avant d'aller s'attaquer à l'Espagne et à la Sicile, déjà, dans un premier temps, ils aimeraient bien se débarrasser d'Israël. Et en plus, c'est ancré dans leur ethos, c'est dans leur religion. C'est pas simplement ce petit bout de terre, on le veut parce qu'on a besoin de cette place. Ils ont tellement de place, ils ont 99,95% du Moyen-Orient et ces 0,005 qui appartiennent aux Juifs, ils voudraient les prendre aussi. Pour en faire quoi? Pour en faire ce qu'ils ont fait partout ailleurs, c'est-à-dire des pays complètement faillis qui dépendent de l'aide internationale parce que sinon ils ne s'en sortent pas tout seuls parce que leur système ne fonctionne pas. Donc la volonté de repousser, de détruire Israël est omniprésente à tous les échelons de la société arabo-musulmane, avec aujourd'hui, heureusement, des leaders qui ont été formés à l'étranger, qui ont fait leurs études aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, comme Ben Slimane, par exemple, MBS, le leader d'Arabie Saoudite, ou comme les Émiratis. Ce sont des gens qui ont une vision différente. Ils ne voient pas l'islam d'avant, ils voient le futur de l'islam. Et ils se disent que dans une situation aussi complexe que celle du Moyen-Orient, qui est en conflit permanent depuis si longtemps, on ne peut pas continuer, alors qu'il y a les États-Unis d'Amérique et tout le monde occidental quand même, qui ne veut pas de la disparition d'Israël, même s'ils n'aiment pas trop les Juifs. On ne peut pas tolérer, pardon, on ne peut pas continuer à ne pas reconnaître la réalité. C'est-à-dire, la réalité, il y a un pays ici avec 10 millions de personnes qui s'appelle Israël et il faut en tenir compte. Bon. Donc on avance dans cette direction-là. Mais à côté de ça, vous avez des pays comme le Qatar et comme l'Arabie Saoudite, pour des questions différentes. L'Arabie Saoudite veut un, comment dire, veut le monopole de la domination du Moyen-Orient, veut être le pays dominant, veut en plus répandre l'islam chiite à l'intégralité et dominer les sunnites. Donc ça, c'est leur objectif. Évidemment, pour un califat chiite, Israël pose un problème, et le fait que Israël s'associe avec des sunnites leur pose aussi un problème. Donc, toutes les raisons du monde de détruire Israël. À côté de ça, vous avez le Qatar, qui est la tête de pont, le sommet de l'iceberg des frères musulmans, sachant que les frères musulmans sont par nature l'organisation la plus antisémite au niveau du nazisme. Un frère musulman est un nazi au fond de lui-même. Il n'y a pas de nuance chez eux. C'est vraiment, ils reconnaissent Hitler comme étant quelqu'un, un homme de bien. Là, on est chez les frères musulmans. Et ceux qui ont l'argent des frères musulmans, c'est le Qatar. Donc, d'un côté, vous avez ce courant iranien, de l'autre, vous avez ce courant qatari. Troisièmement, bah, vous avez la réalité sur place de l'impossibilité des journalistes de faire leur boulot. Et vous avez une machine de propagande fabuleuse qui se met en place avec un marketing extraordinaire. Écoutez, en anglais, From the river to the sea, Palestine will be free. C'est pas du bon marketing, ça?
À côté de ça, vous avez les Juifs qui arrivent en disant, oui, mais attendez, du temps de Moïse, et puis finalement, quand on a fait ci, puis quand on a fait ça, et puis il y a 2000 ans, et il y a 3500, ça marche pas. C'est pas du marketing, c'est la réalité. Mais la réalité et le marketing sont deux choses différentes. Donc, ce marketing palestinien marche pour l'instant à une époque où les gens veulent des messages simples. Sauf que le message simple, ça marche qu'un temps. Et le côté au journal de 20 heures, on a 30 secondes pour comprendre ce qui s'est passé, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui permettent d'apporter une autre source d'information. En plus, les gens ont perdu totalement confiance dans les médias traditionnels à cause du Covid, à cause de ce qui se passe en France, à cause de la situation dramatique dans laquelle vous vous trouvez en Belgique qui, si vous ne faites pas quelque chose, dans 20 ans, sera un pays musulman. Un pays même pas musulman, islamiste. Ce sera l'Iran numéro 2, à moins que les gens se réveillent un peu, hein, là-bas chez vous. Bref, donc vous avez cette situation globale. Et dans mon film, j'ai essayé, en 90 minutes, à partir du 7 octobre, de la définir et de la démontrer pour qu'on comprenne que quand Guterres, cet antisémite abominable qui dirige les Nations Unies, intervient en disant le drame du 7 octobre ne s'est pas déroulé dans un vacuum, c'est le résultat de 40 ans d'oppression du peuple palestinien, il se fout du monde et il le sait, mais combien d'argent il a reçu sur son compte en Suisse, c'est la bonne question. En dehors de la... Réoff, où est-ce Oui, que, pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, où oui, est-ce que les gens très peuvent bavard. voir votre film, Pogrom? Écoutez, comme au fur et à mesure on a des nouveaux réseaux de diffusion, là récemment je l'ai mis volontiers pour embêter du monde gratuitement sur Twitter. Parce que évidemment je soutiens Elon Musk et je soutiens la liberté d'expression qui s'est répandue sur son réseau. Alors voilà, sur Twitter, tout le monde peut le voir en langue française uniquement, parce que la langue, le film en version anglaise marche très très bien aux États-Unis, donc je ne vais pas non plus me tirer une balle dans le pied. Mais pour bien savoir où il se trouve, il suffit d'aller sur le site pogrom avec un s.info, pogrom, je répète, avec un s.info, et là, en cliquant sur film, en allant à droite à gauche, vous allez trouver tous les liens qui vous permettent de voir le film à travers la planète. OK? Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Réhoff, réalisateur de Pogrom, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous, à bientôt. À bientôt, merci, c'était un plaisir.